Il suffit parfois d'une seule phrase pour détruire ta journée. Un regard froid, un message sans réponse, une critique prononcée devant les autres, une personne qui s'éloigne sans explication. Et soudain, ton esprit abandonne tout ce qui comptait pour courir derrière ce qui l'a blessé. Tu répètes la scène. Tu imagines ce que tu aurais dû répondre. Tu cherches une explication. Tu te demandes ce que les autres pensent de toi. Pendant ce temps, la personne qui t'a troublé continue peut-être sa journée sans même penser à toi. Voilà le véritable problème. Ce ne sont pas toujours les événements qui te font souffrir. C'est l'autorisation que tu leur donnes de rester dans ton esprit. Tu laisses des paroles étrangères habiter ta tête gratuitement. Tu laisses des personnes absentes contrôler tes émotions. Tu laisses des situations terminées continuer à diriger ton présent. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer. Car tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Tu n'es pas obligé de comprendre chaque départ. Tu n'es pas obligé de corriger chaque mensonge raconté sur toi. Et tu n'es certainement pas obligé de sacrifier ta paix pour des choses que tu ne contrôles pas. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 14 leçons stoïciennes capables de transformer ta manière de penser, de réagir et de traverser les difficultés. Pas pour devenir froid, pas pour cesser d'aimer, mais pour ne plus être détruit par tout ce qui échappe à ta volonté. À la fin de cette vidéo, le monde ne sera peut-être pas plus calme. Les gens ne seront pas forcément plus justes. Les problèmes ne disparaîtront pas tous. Mais toi, tu ne seras plus le même. Tu comprendras comment rester stable lorsqu'on te provoque, comment avancer lorsqu'on te rejette, comment garder ta dignité lorsqu'on te critique, et comment protéger ton énergie sans fuir la réalité. Avant de commencer, écris maintenant en commentaire « Mon esprit m'appartient ». Ne l'écris pas seulement pour participer, écris-le comme une décision. Chaque fois que cette phrase reviendra dans la vidéo, elle te rappellera que personne ne doit devenir le maître de ton monde intérieur. Si tu veux réellement construire un esprit plus fort, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un j'aime à cette vidéo. Non pas pour flatter un chiffre, mais pour soutenir un contenu qui peut aider d'autres personnes à retrouver leur calme, leur force et leur dignité. Maintenant, ferme la porte au bruit extérieur. Les 14 leçons commencent ici. Première leçon, sépare les faits de l'histoire que ton esprit raconte. Quelqu'un ne répond pas à ton message, voilà le fait. Mais ton esprit ajoute immédiatement une histoire. Il m'ignore. Je ne compte pas pour lui. J'ai sûrement fait quelque chose de mal. Il préfère quelqu'un d'autre. Cette relation est terminée. En quelques minutes, un simple silence devient un rejet, puis une humiliation, puis une catastrophe. Pourtant, tu ne connais toujours pas la vérité. Peut-être que cette personne travaille, peut-être qu'elle traverse une difficulté, peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'elle ne sait simplement pas quoi répondre. Mais ton esprit déteste le vide. Alors, lorsqu'il manque une information, il invente une explication. Et malheureusement, il choisit souvent celle qui te fait le plus souffrir. C'est ainsi que naissent beaucoup de tes troubles, non pas dans les événements, mais dans l'interprétation immédiate que tu leur imposes. Une personne passe devant toi sans te saluer. Tu crois qu'elle te méprise. Ton responsable te demande de refaire un travail. Tu crois qu'il pense que tu es incapable. Un ami sort sans toi. Tu crois que tu as été remplacé. Quelqu'un critique ton idée. Tu crois qu'il attaque ta valeur. Tu transformes un moment limité en jugement définitif sur toute ton existence. Les stoïciens nous invitent à revenir à ce qui est réellement arrivé, avant d'ajouter nos blessures, nos peurs et nos suppositions. Le fait est souvent beaucoup plus petit que l'histoire que tu construis autour de lui. Le fait dit « Cette personne n'a pas répondu ». Ton imagination dit « Je ne mérite pas son attention ». Le fait dit « Mon projet n'a pas fonctionné ». Ton imagination dit « Je suis condamné à échouer ». Le fait dit « Quelqu'un a parlé négativement de moi ». Ton imagination dit « Tout le monde va perdre son respect pour moi ». Apprends à arrêter cette amplification. La prochaine fois qu'une situation te trouble, prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première, écris « les faits ». Dans la seconde, écris « ce que j'imagine ». Par exemple, « fait ». Il a quitté la pièce sans me parler. Interprétation, il est en colère contre moi. Fait, je n'ai pas obtenu cette opportunité. Interprétation, je ne réussirai jamais. Fait, elle a critiqué mon choix. Interprétation, mon choix est forcément mauvais. Cet exercice paraît simple,
Mais il peut éviter des heures de souffrance inutiles. Car une fois que tu sépares le réel de ton récit intérieur, tu récupères ta capacité de réfléchir. Tu comprends que toutes tes pensées ne sont pas des vérités. Certaines ne sont que des hypothèses nourries par la peur. Un esprit indiscipliné transforme une goutte de pluie en tempête. Un esprit entraîné regarde la goutte et attend de voir si la tempête existe vraiment. Cela ne signifie pas que tu dois nier les problèmes. Lorsqu'un danger est réel, agis. Lorsqu'une injustice est claire, défends-toi avec intelligence. Lorsqu'une relation te détruit, prends tes distances. Mais ne souffre pas avant d'avoir vérifié les faits. Ne te condamne pas sur la base d'un scénario que ton imagination vient de fabriquer. Demande-toi, qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je suis seulement en train de supposer? Est-ce que je réagis à un événement ou à l'histoire que je raconte sur cet événement? Cette différence est immense. Celui qui ne distingue pas les faits de ses interprétations devient l'esclave de chaque impression. Celui qui apprend à les séparer retrouve sa lucidité. Et lorsque la lucidité revient, beaucoup de douleurs perdent immédiatement leur pouvoir. Deuxième leçon, crée un espace entre le choc et ta réponse. La plupart des regrets naissent très vite. Une parole reçue, une émotion qui monte, une réponse lancée sans réfléchir. Puis quelques minutes plus tard, le calme revient, mais les mots sont déjà sortis. Le message est envoyé. L'insulte est prononcée. La relation est blessée. La décision est prise. Tu aimerais revenir en arrière, mais tu ne peux plus récupérer ce que ton impulsion vient de détruire. Voilà pourquoi la deuxième leçon est essentielle. Ne réponds jamais depuis le sommet de ton émotion. Quand quelqu'un t'attaque, ton premier mouvement n'est pas toujours la vérité. C'est souvent une défense automatique. Tu veux prouver que tu as raison. Tu veux montrer que tu n'es pas faible. Tu veux rendre la douleur que tu viens de recevoir. Mais une réaction immédiate ne prouve pas ta force. Elle révèle parfois que l'autre peut contrôler ton comportement avec quelques mots. Pense à cela. Si une personne sait exactement quelle phrase prononcer pour te mettre en colère, alors elle connaît la clé de ton esprit. Elle appuie sur un bouton et tu réagis. Elle provoque et tu obéis. Elle parle et ton calme disparaît. Est-ce réellement cela, la liberté? La maîtrise commence lorsque tu installes un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en faire. Cet espace peut durer 10 secondes, parfois une minute, parfois une nuit entière. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à tout. Tu peux dire « Je vais réfléchir avant de répondre. Nous en reparlerons lorsque nous serons plus calmes. J'ai entendu ce que tu as dit. » Ou simplement ne rien dire. Le silence de quelques instants peut sauver ce qu'une seconde de colère aurait détruit. Lorsque tu te sens provoqué, observe d'abord ton corps. Tes épaules se contractent. Ta respiration devient plus rapide. Tes mains se crispent. Ton cœur accélère. Ton corps te prévient que l'émotion cherche à prendre le contrôle. À cet instant, ne parle pas encore. Inspire lentement. Relâche tes épaules. Regarde ce qui se passe en toi comme si tu observais une vague arriver. Une vague monte, atteint son sommet, puis redescend. Mais si tu te jettes immédiatement dans cette vague, elle t'emporte. Tu peux ressentir la colère sans devenir la colère. Tu peux ressentir l'humiliation sans te comporter comme un homme humilié. Tu peux ressentir la peur sans lui confier la direction de ta vie. Le stoïcisme ne demande pas de supprimer tes émotions. Il t'apprend à ne pas leur donner immédiatement le commandement. Imagine deux hommes recevant la même insulte. Le premier réagit en quelques secondes. Il crie, menace, frappe la table et perd le contrôle de ses paroles. Le second garde le silence. Il observe la personne, comprend son intention et choisit sa réponse. Le premier paraît explosif, le second paraît calme. Mais lequel possède réellement le plus de puissance? Celui qui ne peut pas se contrôler dépend de celui qui le provoque. Celui qui reste maître de sa réaction demeure libre. À partir d'aujourd'hui, adopte une règle. Aucune décision importante sous une émotion intense. Ne quitte pas ton travail dans un moment de colère. Ne termine pas une relation au milieu d'une dispute. N'envoie pas ce long message lorsque tes mains tremblent encore. Ne publie pas ta réaction pour obtenir immédiatement le soutien des autres. Attends. Laisse ton esprit retrouver sa clarté. Puis décide en fonction de tes valeurs et non en fonction de ta blessure. La force n'est pas d'avoir toujours une réponse rapide. La force est de pouvoir choisir une réponse que tu ne regretteras pas demain. Chaque fois que tu retardes une réaction impulsive,
Tu renforces ton autorité intérieure. Chaque fois que tu réponds avec calme là où l'on attendait ton explosion, tu reprends une partie de ta liberté. Un jour, les mêmes provocations qui te contrôlaient autrefois ne trouveront plus de prise sur toi. Non parce que tu n'entendras plus les mots, mais parce que tu ne leur obéiras plus. Troisième leçon, accepte d'être mal compris. Tu perds énormément d'énergie à vouloir corriger l'image que chacun possède de toi. Tu veux expliquer pourquoi tu as agi ainsi. Tu veux convaincre ceux qui ont déjà choisi de te juger. Tu veux rectifier chaque rumeur. Tu veux répondre à chaque critique. Tu veux que tout le monde comprenne ton intention. Mais certaines personnes ne cherchent pas à te comprendre. Elles cherchent seulement une version de ton histoire qui confirme ce qu'elles ont déjà décidé de penser. Tu pourrais parler pendant 1 heure, montrer des preuves, expliquer chaque détail. Elles conserveraient malgré tout leur jugement. Et pendant que tu essaies désespérément de contrôler leur opinion, tu abandonnes ton calme. Il faut accepter une vérité difficile. Même lorsque tu agis correctement, quelqu'un peut te considérer comme mauvais. Même lorsque tu dis la vérité, quelqu'un peut t'accuser de mentir. Même lorsque tu poses une limite nécessaire, quelqu'un peut te traiter d'égoïste. Même lorsque tu te tais pour éviter un conflit, quelqu'un peut interpréter ton silence comme du mépris. Tu ne peux pas gérer toutes les interprétations que les autres produisent. Tu peux seulement gérer la droiture de tes actions. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans une défense permanente. Elles ne prennent plus une décision en se demandant « est-ce juste ?» Elles se demandent « comment les autres vont-ils interpréter cela ?» Alors elles restent dans des relations qui les épuisent pour ne pas paraître ingrates. Elles acceptent des demandes injustes pour ne pas sembler méchantes. Elles expliquent chaque refus pendant 20 minutes, comme si protéger leur temps était un crime. Elles s'excusent d'exister. Mais plus tu t'expliques devant ceux qui ont décidé de te condamner, plus tu leur apprends que leur jugement possède du pouvoir sur toi. Tu dois comprendre la différence entre clarifier et te justifier sans fin. Clarifier consiste à exposer calmement les faits à une personne capable d'écouter. Se justifier sans fin consiste à mendier la compréhension d'une personne qui ne veut pas comprendre. La première attitude est raisonnable, la seconde t'épuise. Pose-toi cette question. Cette personne cherche-t-elle réellement la vérité ou cherche-t-elle seulement à gagner? Si elle cherche la vérité, parle avec calme. Si elle cherche seulement le conflit, ton silence peut être plus utile que toutes tes explications. Ton devoir n'est pas de construire une image parfaite dans l'esprit de chacun. Ton devoir est d'agir d'une manière que ta propre conscience peut respecter. Laisse tes actions se répéter assez longtemps pour parler à ta place. Les mensonges peuvent courir vite, mais ils ont du mal à survivre devant une conduite cohérente. Tu n'as pas besoin de répondre aujourd'hui à toutes les accusations. Continue de travailler. Continue d'être juste. Continue de tenir ta parole. Continue de construire. Avec le temps, certaines personnes comprendront. D'autres ne comprendront jamais. Et tu dois être en paix avec les deux possibilités. Accepter d'être mal compris ne signifie pas accepter la diffamation, la violence ou l'injustice sans agir. Lorsque ta sécurité, ton travail ou tes droits sont menacés, protège-toi avec les moyens appropriés. Mais ne transforme pas chaque opinion désagréable en bataille personnelle. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tes explications. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et tout le monde ne sera pas capable de voir ton cœur avec justice. L'homme libre ne demande pas « Est-ce que tout le monde m'approuve ?» Il demande « Ai-je agi conformément à mes principes ?» Lorsque la réponse est oui, il continue son chemin. Il ne court pas derrière chaque personne pour lui demander de revoir son jugement. Il sait que sa valeur ne monte pas lorsque la foule l'applaudit et ne disparaît pas lorsque la foule le critique. Apprends donc à laisser certaines personnes se tromper sur toi. Laisse-les raconter, laisse-les interpréter. Laisse-les partir avec leur version. Tu n'es pas obligé d'entrer dans chaque tribunal où quelqu'un a décidé de te juger. Ta paix est parfois plus importante que ta dernière explication. Quatrième leçon. Ne réclame pas au monde une stabilité qu'il n'a jamais promise. Tu souffres souvent parce que tu veux que ce qui change reste immobile. Tu veux que les personnes demeurent exactement comme au premier jour. Tu veux que les relations conservent toujours la même intensité. Tu veux que ton corps garde éternellement la même force. Tu veux que tes réussites ne puissent jamais disparaître. Tu veux que les périodes heureuses se prolongent sans fin. Mais rien dans la vie ne t'a promis cette permanence. Les saisons changent, les visages vieillissent, les projets commencent et se terminent.
Certaines personnes entrent dans ta vie pour quelques années, d'autres pour quelques mois, d'autres encore pour quelques instants. Et pourtant, chaque fois que le changement arrive, tu le vis comme une trahison personnelle. Tu demandes « Pourquoi cela devait-il changer ?» Mais la vraie question est plutôt « Pourquoi croyais-je que cela ne changerait jamais ?» Le stoïcisme ne te demande pas d'aimer moins. Il te demande d'aimer avec lucidité. Aimer une personne en sachant qu'elle est libre. Profiter d'un succès en sachant qu'il est temporaire. Prendre soin de ton corps en sachant qu'il vieillira. Apprécier un moment heureux sans exiger qu'il devienne éternel. Lorsque tu acceptes la nature passagère des choses, tu ne deviens pas plus triste. Tu deviens plus présent. Tu regardes davantage. Tu écoutes vraiment. Tu remercies pendant que la personne est encore là. Tu apprécies pendant que l'occasion existe. Tu cesses de remettre les mots importants à plus tard. Beaucoup de gens ne savourent jamais ce qu'ils possèdent parce qu'ils sont trop occupés à craindre de le perdre. Ils tiennent leur bonheur avec des mains tellement crispées qu'ils finissent par l'étouffer. Ils surveillent la personne qu'ils aiment. Ils contrôlent. Ils interrogent. Ils exigent des garanties impossibles. Et à force de vouloir empêcher le changement, ils détruisent eux-mêmes la relation. Tu ne peux pas préserver une chose vivante en l'emprisonnant. Tu peux seulement l'accueillir, en prendre soin et accepter qu'elle possède son propre mouvement. Lorsqu'une personne change, observe ce qui dépend de toi. Tu peux communiquer, tu peux écouter, tu peux corriger tes erreurs, tu peux décider de rester ou de partir, mais tu ne peux pas forcer un cœur à ressentir ce qu'il ne ressent plus. Tu ne peux pas obliger une époque terminée à recommencer. Tu ne peux pas contraindre la vie à te rendre exactement ce qu'elle a emporté. Plus tu combats cette réalité, plus tu prolonges ta souffrance. Accepter n'est pas approuver. Accepter signifie reconnaître ce qui existe afin de pouvoir agir intelligemment. Tant que tu refuses la réalité, tu restes paralysé devant une porte déjà fermée. Tu frappes, tu supplies, tu revis le passé, tu imagines ce qui aurait pu se produire. Mais la porte ne s'ouvre pas. Le stoïcien se permet de ressentir la perte. Il ne prétend pas que rien ne lui fait mal. Mais après avoir regardé la réalité, il demande « Quelle est maintenant la prochaine action digne ?» Voilà ce qui le distingue. Il ne reste pas éternellement prosterné devant ce qui a disparu. Il remercie pour ce qui fut. Il apprend de ce qui s'est terminé. Puis il avance. Exerce-toi chaque jour à voir les choses comme des prêts de la vie et non comme des propriétés éternelles. Cette personne partage actuellement ton chemin. Cette maison t'abrite actuellement. Ce travail soutient actuellement ton existence. Cette santé te permet actuellement d'agir. Le mot important est « actuellement ». Alors prends soin de ce qui est là. Mais ne construis pas toute ton identité sur quelque chose que le temps peut transformer. Ton centre doit être placé plus profondément, dans tes principes, dans ta capacité à choisir, dans ta manière de répondre, dans la personne que tu décides de devenir lorsque les circonstances changent. Lorsque ta stabilité vient de l'intérieur, les transformations extérieures peuvent te toucher sans te détruire. Tu peux perdre une situation sans perdre ta direction. Tu peux voir une relation se terminer sans croire que ta vie entière est terminée. Tu peux traverser un changement sans perdre ton identité. Voilà le détachement stoïcien. Ce n'est pas l'absence d'amour, c'est l'amour sans possession. Ce n'est pas l'absence de tristesse, c'est la tristesse sans destruction. Ce n'est pas refuser les liens, c'est refuser de faire d'un lien extérieur l'unique fondation de ton existence. 5e leçon, transforme l'inconfort en entraînement. Tu veux devenir plus fort, mais tu évites tout ce qui pourrait te fortifier. Tu veux plus de discipline, mais tu obéis à chaque envie de confort. Tu veux contrôler tes réactions, mais tu refuses les situations qui mettent ton contrôle à l'épreuve. Tu veux avoir confiance en toi, mais tu n'entreprends rien qui pourrait exposer tes faiblesses. Voilà une contradiction que beaucoup de personnes ne voient pas. Elles demandent la force, mais refusant la résistance qui la construit. Un muscle ne se développe pas parce qu'on lui parle de puissance. Il se développe parce qu'il rencontre un poids. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque petite difficulté volontairement affrontée lui enseigne « Je peux supporter davantage que je ne le croyais ». Mais lorsque tu organises toute ta vie autour de l'évitement, ton seuil de tolérance devient de plus en plus faible. Une attente de quelques minutes t'irrite, une critique te détruit, une journée difficile te paraît insurmontable. Un changement de programme te met en colère. Tu n'es pas forcément devenu plus sensible parce que la vie est plus dure. Tu es parfois devenu plus fragile parce que tu ne rencontres presque plus volontairement l'inconfort. Tout doit être immédiat, la nourriture, le divertissement, les réponses, les résultats, l'attention. Et lorsque la vie refuse de fonctionner à cette vitesse, tu te sens agressé.
Les anciens stoïciens pratiquaient parfois une simplicité volontaire. Ils se privaient temporairement de certains conforts afin de vérifier qu'ils n'étaient pas devenus dépendants. Le but n'était pas de se faire souffrir inutilement. Le but était de rappeler à l'esprit « Je peux vivre sans tout ce que je considère comme indispensable ». Tu peux appliquer ce principe aujourd'hui avec intelligence. Choisis parfois le chemin qui demande un peu plus d'effort. Marche au lieu de toujours chercher la solution la plus facile. Termine une tâche avant de consulter ton téléphone. Reste quelques instants dans le silence au lieu de remplir immédiatement le vide. Fais ce que tu avais prévu même lorsque la motivation n'est pas présente. Accepte une petite frustration sans chercher immédiatement à l'anesthésier. Lorsque tu as envie de reporter une tâche importante, reste encore 10 minutes. Lorsque tu ressens le besoin de répondre à une provocation, garde le silence quelques instants supplémentaires. Lorsque tu veux abandonner un effort raisonnable, fais encore un pas. Ce sont de petites victoires, mais elles construisent une identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui dépend de son humeur. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui peut agir même lorsqu'il n'en a pas envie. La confiance véritable ne naît pas uniquement des paroles positives. Elle naît des preuves que tu accumules sur toi-même. Tu te fais une promesse et tu la respectes. Tu choisis une difficulté et tu la traverses. Tu tombes et tu recommences. À chaque fois, ton esprit enregistre une nouvelle information. Je peux compter sur moi. Voilà la source profonde de la solidité. Une personne inébranlable n'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu l'inconfort. C'est quelqu'un qui l'a rencontré assez souvent pour ne plus le confondre avec un danger. Elle sait qu'une émotion désagréable ne va pas nécessairement la détruire. Elle sait qu'un effort difficile peut être poursuivi. Elle sait qu'un moment de solitude peut être traversé. Elle sait qu'un refus peut être accepté. Elle sait qu'un échec peut être étudié. Elle sait qu'une journée douloureuse finit par se terminer. Cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, elle est gravée dans son expérience. Commence donc un entraînement simple. Chaque matin, choisis un inconfort utile, une tâche que tu repousses, une conversation nécessaire, une limite que tu dois poser, un effort physique adapté à tes capacités. Une distraction à laquelle tu vas renoncer pendant quelques heures. Puis accomplis-le consciemment. Ne te dis pas « je souffre ». Dis-toi « je m'entraîne ». Cette phrase change ta posture. La difficulté n'est plus seulement quelque chose qui t'arrive. Elle devient un terrain sur lequel tu développes ta maîtrise. Mais reste lucide. Le stoïcisme ne te demande pas de rester dans une situation dangereuse, abusive ou destructrice pour prouver ta force. Partir peut être un acte de courage. Demander de l'aide peut être un acte de sagesse. Protéger ta santé peut être une responsabilité. L'inconfort utile te construit. La destruction inutile doit être évitée. Apprends à reconnaître la différence. L'effort utile augmente ta capacité. L'abus réduit ta dignité. La discipline t'élève. La violence t'écrase. Choisis donc les résistances qui te développent et éloigne-toi de ceux qui cherchent seulement à t'anéantir. Au fil du temps, tu remarqueras une transformation. Ce qui te semblait difficile deviendra normal. Ce qui te faisait peur deviendra supportable. Ce qui contrôlait tes décisions perdra son autorité. Tu ne demanderas plus constamment à la vie d'être facile. Tu lui demanderas seulement de te donner une occasion d'agir avec courage, lucidité et dignité. Car l'homme fort n'est pas celui à qui rien n'arrive. C'est celui qui utilise ce qui arrive pour devenir plus maître de lui-même. Et lorsque tu auras compris cela, tu ne fuiras plus chaque difficulté. Tu te demanderas, qu'est-ce que cette situation peut entraîner en moi ? La patience, le courage, la discipline, le détachement, la maîtrise de ta parole. Alors l'obstacle ne sera plus seulement devant toi. Il deviendra l'instrument de ta transformation. 6e leçon. Protège ton attention comme tu protèges ta vie. Chaque matin, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie mentale. Tu ne la vois pas, tu ne peux pas la toucher. Pourtant, chacune de tes décisions en consomme une partie. Chaque inquiétude, chaque notification, chaque conversation inutile, chaque comparaison, chaque souvenir que tu ressasses, chaque dispute à laquelle tu participes dans ton imagination. À la fin de la journée, tu dis que tu es fatigué, mais tu n'as parfois presque rien construit. Ton corps n'a pas travaillé jusqu'à l'épuisement. C'est ton attention qui a été dispersée dans 100 directions. Voilà pourquoi la 6e leçon est capitale. Ce à quoi tu accordes ton attention finit par gouverner ton existence. Ton attention est plus qu'un simple regard. Elle est une force. Ce que tu observes longtemps devient plus grand dans ton esprit. Ce que tu répètes devient plus crédible. Ce que tu nourris devient plus puissant. Si tu consacres tes journées à observer les réussites des autres, ton propre chemin te semblera toujours insuffisant.
Si tu relis constamment un message blessant, quelques mots finiront par occuper tout ton esprit. Si tu consommes chaque jour des conflits, des critiques et des scandales, tu commenceras à croire que le monde entier est hostile. Et si tu passes ton temps à surveiller ceux qui t'ont rejeté, tu n'auras plus assez d'attention pour reconnaître ceux qui t'aiment réellement. Les personnes et les situations ne contrôlent pas toujours directement ta vie. Elles la contrôlent par l'attention que tu leur offres. Quelqu'un t'a insulté pendant 30 secondes, mais tu continues de lui consacrer 3 jours. La personne a parlé une fois. Toi, tu répètes ces paroles 50 fois dans ta tête. Elle a peut-être déjà oublié la scène, mais tu lui donnes encore accès à ton esprit, à ton sommeil, à ton humeur, et parfois même à tes relations. Voilà le prix d'une attention non maîtrisée. Tu ne peux pas empêcher toutes les paroles de parvenir jusqu'à toi, mais tu peux décider lesquelles méritent de rester. Imagine que ton esprit soit une maison. Laisserais-tu n'importe qui entrer, salir les murs, déplacer les meubles et crier toute la nuit? Probablement pas. Pourtant, tu laisses parfois une simple remarque pénétrer ton esprit et y installer le chaos. Tu dois devenir le gardien de cette maison. Cela signifie que tu ne dois plus donner le même poids à toutes les informations. Tout ce qui attire ton regard ne mérite pas ta concentration. Tout ce qui provoque une émotion ne mérite pas une réaction. Tout ce que quelqu'un publie ne mérite pas une comparaison. Tout ce qu'on dit sur toi ne mérite pas une enquête. Tout ce qui se passe dans le monde ne relève pas de ta responsabilité personnelle. Les stoïciens entraînaient leur esprit à revenir vers ce qui était immédiatement utile, juste et dépendant de leur volonté. Non pas parce qu'ils ignoraient le monde, mais parce qu'ils savaient qu'un homme dispersé devient incapable d'agir correctement. Regarde une loupe placée sous le soleil. La lumière est présente partout, mais tant qu'elle est dispersée, elle réchauffe à peine. Lorsqu'elle est concentrée sur un seul point, elle devient capable d'allumer un feu. Ton attention fonctionne de la même manière. Dispersée, elle produit de la fatigue. Concentrée, elle produit une œuvre. Tu dis peut-être que tu manques de discipline, mais il est possible que tu manques surtout de protection. Tu commences une tâche, ton téléphone sonne, tu regardes un message. Ce message t'amène vers une vidéo. La vidéo t'amène vers un commentaire. Le commentaire te rappelle une personne. Cette personne te rappelle un conflit. Et 20 minutes plus tard, tu ne sais même plus ce que tu étais en train de faire. Ton esprit a été kidnappé sans violence. Aucune porte n'a été forcée. Tu as offert toi-même l'accès. Reprendre le contrôle de ton attention exige des choix concrets. Commence par observer ce qui te vide. Quelles personnes occupent ton esprit sans rien construire avec toi? Quelles applications absorbent tes heures sans laisser la moindre satisfaction? Quelles conversations reviennent toujours aux mêmes plaintes? Quelles informations t'agitent alors que tu ne peux ni les vérifier ni agir dessus? Quelles habitudes te donnent l'impression de te reposer alors qu'elles dispersent davantage ton esprit? Tu n'as pas besoin de tout supprimer en une seule journée, mais tu dois arrêter de croire que ces petites distractions sont sans conséquence. Une vie entière peut être perdue par fragments. 5 minutes ici, 10 minutes là, 1 heure à regarder ce qui ne concerne pas ton avenir, une soirée à discuter d'une personne absente, une nuit à imaginer une catastrophe qui ne s'est jamais produite. Puis les années passent, et tu te demandes pourquoi tes projets n'ont jamais avancé. L'homme maître de lui-même choisit ce qui mérite sa concentration. Il ne permet pas à la dernière notification de décider de son état d'esprit. Il ne commence pas sa journée en laissant le monde entier entrer dans sa tête avant même d'avoir entendu sa propre pensée. Il crée des périodes de silence, il ferme certaines portes, il termine ce qu'il commence. Il apprend à dire « cela existe, mais cela ne mérite pas mon attention maintenant ». Cette phrase est une forme de liberté. Lorsque quelqu'un tente de t'entraîner dans une polémique inutile, tu n'es pas obligé de suivre. Lorsque ton esprit ramène une ancienne humiliation, tu peux répondre « cette scène est terminée, mon attention revient au présent ». Lorsque tu te surprends à comparer ton commencement au résultat visible d'une autre personne, tu peux fermer l'écran et retourner vers ton travail. Lorsque tu sens une inquiétude monter, demande-toi « puis-je agir concrètement sur ce problème aujourd'hui ?» Si oui, définis la prochaine action. Sinon, refuse de transformer ton impuissance en obsession. Tu découvriras alors quelque chose d'étonnant. Beaucoup de choses qui semblaient puissantes ne l'étaient que parce que tu les regardais sans cesse. Lorsque tu retires ton attention, elles rétrécissent. Les provocations meurent lorsqu'elles ne sont pas nourries.
Les comparaisons perdent leur force lorsque tu retournes à ton propre chemin. Les rumeurs s'affaiblissent lorsque tu continues à vivre sans leur répondre. Les peurs imaginaires se dissipent lorsque tu reviens aux faits. Ton attention est un vote. Chaque fois que tu la donnes à quelque chose, tu déclares « Ceci mérite une partie de ma vie ». Choisis donc avec rigueur, car ton temps suit ton attention. Tes pensées suivent ton attention. Tes émotions suivent ton attention. Et finalement, ton existence entière prend la forme de ce que tu as regardé, répété et nourri le plus longtemps. Ne donne plus tes meilleures heures aux choses les moins importantes. Garde ton énergie pour ce qui construit ton caractère, ton avenir, tes relations sincères et ta paix intérieure. Tu ne deviendras pas inébranlable en contrôlant tout ce qui apparaît devant toi. Tu le deviendras en contrôlant ce qui reçoit le droit de rester en toi. 7e leçon. N'attends plus des excuses pour commencer à guérir. Une personne t'a blessé. Elle a peut-être menti. Elle a trahi ta confiance. Elle a utilisé ta bonté. Elle t'a humilié devant les autres. Elle est partie sans expliquer son comportement. Depuis ce jour, une partie de toi attend. Tu attends qu'elle revienne. Tu attends qu'elle reconnaisse ses torts. Tu attends qu'elle dise enfin « Je comprends ce que je t'ai fait. Tu ne méritais pas cela. J'ai eu tort. Pardonne-moi. » Tu crois que ces mots fermeront la blessure. Alors tu laisses ta guérison suspendue à la conscience d'une personne qui n'a peut-être jamais eu la lucidité nécessaire pour reconnaître le mal qu'elle a causé. Voilà une prison particulièrement cruelle. La personne t'a blessé une première fois par son acte, puis tu lui permets de continuer à te blesser par son silence. Tu lui confies la clé de ta libération. Tu te dis « Je pourrai avancer lorsqu'elle aura compris ». Mais si elle ne comprend jamais, si elle ne revient pas, si elle raconte une version dans laquelle elle est la victime, si ses excuses sont superficielles, si elle s'excuse uniquement pour retrouver l'accès à ta vie, vas-tu rester immobile pendant des années? La sagesse stoïcienne te rappelle que ton rétablissement doit reposer sur ce qui dépend de toi. Les excuses de l'autre ne dépendent pas de toi. Sa conscience ne dépend pas de toi. Sa maturité ne dépend pas de toi. Sa manière de raconter l'histoire ne dépend pas de toi. Mais ta décision de ne plus vivre à l'intérieur de cette blessure dépend de toi. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas que tu dois pardonner immédiatement. Cela ne signifie pas que tu dois laisser la personne revenir. Et cela ne signifie surtout pas que tu dois oublier les enseignements de l'épreuve. Cela signifie seulement que tu refuses de faire dépendre ta paix d'un événement extérieur incertain. Une excuse sincère peut apporter une forme de réparation, mais elle ne doit pas être la condition obligatoire de ta reconstruction. Tu peux guérir sans être compris. Tu peux fermer une porte sans recevoir d'explication parfaite. Tu peux reprendre ta vie, même si l'autre ne regrette rien. Tu peux reconnaître toi-même, ce qui m'est arrivé était injuste. J'ai été blessé. J'aurais mérité davantage de respect. Mais je ne vais pas consacrer le reste de ma vie à attendre que cette personne me rende ce qu'elle a détruit. Parfois, l'excuse que tu attends ne vient pas parce que l'autre ne possède pas encore la capacité de regarder ses propres actes avec honnêteté. Certaines personnes préfèrent perdre une relation plutôt que d'admettre une faute. Elles minimisent, elles inversent les responsabilités, elles disent que tu es trop sensible, elles rappellent tes erreurs pour éviter de parler des leurs, elles prétendent ne pas se souvenir. Elles transforment ton besoin de vérité en nouvelle accusation contre toi. Plus tu demandes une reconnaissance à une personne incapable de la donner, plus tu risques de rouvrir ta blessure. Il faut parfois cesser d'aller chercher de l'eau dans un puits sec. Tu peux souhaiter que la personne change sans rester attaché à ce changement. Tu peux espérer qu'elle comprenne un jour sans faire de cette compréhension la condition de ton bonheur. Tu peux lui pardonner intérieurement sans lui redonner la même place, car pardonner n'est pas toujours se réconcilier. Le pardon peut simplement signifier « Je ne vais plus porter chaque jour le poison de ce que tu as fait ». La réconciliation, elle, exige autre chose. Elle demande la reconnaissance, la responsabilité, le changement, la confiance reconstruite par des actes. Tu peux abandonner la haine tout en maintenant une limite. Tu peux libérer ton cœur sans rouvrir ta porte. Tu peux souhaiter la paix à quelqu'un de très loin. Cette nuance est essentielle. Beaucoup de personnes restent prisonnières parce qu'elles pensent n'avoir que deux choix, continuer à haïr ou reprendre la relation.
Il existe un troisième chemin. Comprendre, apprendre, se protéger, puis avancer. Lorsque le souvenir revient, ne demande plus seulement « Pourquoi m'a-t-il fait cela ?» Demande « Qu'est-ce que cette expérience m'a révélé ?» Peut-être que tu ignorais des signes évidents. Peut-être que tu donnais sans limite. Peut-être que tu confondais patience et tolérance de l'irrespect. Peut-être que tu avais placé toute ta valeur dans une relation. Peut-être que tu cherchais chez l'autre une sécurité que tu devais commencer à construire en toi. Transformer l'épreuve ne consiste pas à excuser l'auteur. Cela consiste à récupérer une leçon là où tu aurais pu ne conserver qu'une blessure. La personne t'a peut-être pris du temps. Ne lui donne pas également ton avenir. Elle t'a peut-être fait perdre confiance. Ne la laisse pas décider que tu ne feras plus jamais confiance à personne. Elle t'a peut-être menti. Ne transforme pas son mensonge en raison de devenir toi-même dur, fermé ou injuste. Garde la sagesse, laisse le poison. Et rappelle-toi maintenant l'engagement pris au début de cette vidéo. Écris une deuxième fois en commentaire « Mon esprit m'appartient ». Écris-le aujourd'hui avec une signification plus profonde. Ton esprit n'appartient pas à celui qui t'a blessé. Ton sommeil n'appartient pas à celui qui refuse de s'excuser. Ton avenir n'appartient pas à celui qui est parti. Ta paix n'attendra plus la permission d'une autre personne. Tu peux avancer sans recevoir tous les mots que tu espérais. Car la fermeture que tu cherches ne vient pas toujours d'une dernière conversation. Elle vient parfois d'une décision silencieuse. Cette histoire a eu une place dans ma vie, mais elle ne dirigera pas le reste de mon existence. 8e leçon. Utilise le rejet comme une direction, pas comme une condamnation. Être rejeté fait mal, même lorsque tu prétends que cela ne t'importe pas. Une porte qui se ferme peut réveiller de nombreuses blessures anciennes. Tu n'as pas obtenu le travail. La personne que tu aimais a choisi quelqu'un d'autre. Ton projet n'a intéressé personne. Ton idée a été refusée. Un groupe ne t'a pas accepté. Une personne à qui tu avais donné beaucoup d'attention a décidé de s'éloigner. Et immédiatement, ton esprit transforme un refus limité en verdict général. Je ne suis pas assez bon. Personne ne me choisira. Je n'ai aucune valeur. Je suis destiné à rester seul. Tous mes efforts sont inutiles. Mais un rejet ne révèle pas toute ta valeur. Il révèle seulement qu'à un moment précis, dans un contexte précis, une personne, une institution ou une situation n'a pas choisi ce que tu proposais. Rien de plus. Le problème commence lorsque tu ajoutes à ce fait une identité. Tu n'as pas seulement été refusé, tu te vois désormais comme un être rejeté. Tu n'as pas seulement échoué à convaincre, tu te décris comme quelqu'un d'incapable. Tu n'as pas seulement perdu une relation, tu crois être indigne d'amour. Ce passage du résultat à l'identité est dangereux. Il donne à un événement temporaire le pouvoir de définir toute ton existence. Le stoïcien refuse cette confusion. Il sait qu'il contrôle la qualité de son effort, la droiture de son comportement, sa préparation et sa persévérance. Mais il ne contrôle pas entièrement la décision finale des autres. Tu peux présenter le meilleur travail possible et ne pas être sélectionné. Tu peux aimer sincèrement et ne pas être aimé de la même manière. Tu peux dire la vérité et ne pas être cru. Tu peux avoir une bonne intention et être mal compris. Tu peux offrir une idée utile au mauvais moment. Le résultat n'est jamais composé uniquement de ta valeur. Il dépend aussi du contexte, des besoins, des préférences, du timing, des limites et parfois même des préjugés de ceux qui choisissent. Voilà pourquoi le rejet doit être étudié, mais jamais adoré comme une vérité absolue. Lorsqu'une porte se ferme, pose-toi 3 questions. Premièrement, y a-t-il quelque chose que je peux améliorer? Peut-être que ta préparation était insuffisante. Peut-être que ta communication manquait de clarté. Peut-être que tu as ignoré certains signaux. Peut-être que tu dois développer une compétence. Si une leçon honnête existe, prends-la. Deuxièmement, est-ce simplement une incompatibilité? Toutes les personnes ne sont pas faites pour marcher ensemble. Tous les environnements ne sont pas faits pour accueillir tes qualités. Tous les clients ne recherchent pas ton travail. Tous les employeurs ne valorisent pas le même profil. Tous les publics ne sont pas sensibles au même message. L'incompatibilité n'est pas toujours une preuve d'infériorité. Un poisson n'est pas incapable parce qu'un arbre refuse de l'accueillir. Il se trouve simplement dans un environnement qui ne correspond pas à sa nature. Troisièmement, quelle direction ce refus m'indique-t-il? Certaines portes fermées te poussent vers une préparation plus sérieuse. D'autres te dirigent vers un autre chemin.
D'autres encore te protègent d'une situation qui aurait fini par t'épuiser. Tu ne peux pas toujours savoir immédiatement pourquoi un rejet s'est produit. Mais tu peux toujours décider de la personne que tu deviendras après lui. Beaucoup de réussites naissent après une succession de refus. Non parce que le rejet possède un pouvoir magique, mais parce qu'il oblige parfois l'homme à se préciser. Il améliore son travail, il change de méthode, il développe une résistance émotionnelle. Il arrête de vouloir plaire à tout le monde. Il trouve enfin les personnes capables de reconnaître ce qu'il apporte. Imagine une graine enterrée sous la terre. Vue de l'extérieur, elle semble rejetée par la lumière. Elle est seule, invisible, pressée par le poids du sol. Mais c'est précisément dans cet espace obscur qu'elle commence à développer ses racines. Ton rejet peut devenir cette terre. Il peut soit t'étouffer, soit t'enraciner. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Ne supplie pas toutes les portes de s'ouvrir. Certaines portes exigent que tu frappes de nouveau avec davantage de préparation. D'autres exigent que tu cesses de frapper. La sagesse consiste à reconnaître la différence. Si une personne te montre clairement qu'elle ne veut pas de ta présence, respecte sa décision et respecte-toi suffisamment pour ne pas mendier une place. Si une opportunité exige une compétence que tu n'as pas encore, forme-toi et réessaie. Si ton projet ne fonctionne pas, analyse les faits au lieu de condamner ta valeur. Si un public ne comprend pas ton message, améliore sa présentation ou trouve le public auquel ce message est réellement destiné. Le rejet peut devenir une information, il ne doit pas devenir une identité. Lorsque tu seras solidement ancré dans tes principes, tu ne demanderas plus à chaque personne de te choisir pour te sentir légitime. Tu continueras à offrir ce que tu as de meilleur. Tu écouteras les critiques utiles, tu corrigeras ce qui doit l'être. Mais tu ne courberas plus toute ton existence pour entrer dans un endroit qui exige que tu abandonnes ta dignité. Il existe une différence entre faire des efforts pour progresser et te détruire pour être accepté. Ne la franchis jamais. Tu n'as pas besoin d'être choisi par tous. Tu as besoin de devenir assez lucide pour choisir toi-même les endroits, les projets et les relations qui respectent ce que tu es en train de construire. Ainsi, le rejet cessera d'être un mur. Il deviendra parfois un panneau de direction. 9e leçon, ne confonds plus ta valeur avec tes résultats. Tu as réussi et tu te sens puissant. Tu as échoué et tu te sens inutile. On t'applaudit et tu crois avoir de la valeur. On t'ignore et tu commences à douter de ton existence. Ton chiffre augmente, ton humeur monte. Ton chiffre diminue, ta confiance s'effondre. Tu as placé ton identité sur un sol qui bouge constamment. Les résultats sont instables. Même lorsque tu travailles correctement, ils peuvent changer. Un projet peut fonctionner aujourd'hui et ralentir demain. Une entreprise peut grandir puis traverser une crise. Une vidéo peut toucher des milliers de personnes tandis que la suivante reste presque invisible. Une compétition peut être gagnée après une mauvaise performance ou perdue malgré une préparation sérieuse. Une relation peut durer longtemps puis se terminer. Une réputation peut monter rapidement et disparaître encore plus vite. Si ta valeur dépend de ces résultats, ton esprit ne connaîtra jamais le repos. Tu seras euphorique lorsque le monde te récompense, puis détruit lorsqu'il te résiste. Les stoïciens distinguaient profondément l'action qui dépend de nous et le résultat final, qui dépend toujours en partie d'éléments extérieurs. Tu peux contrôler la préparation, tu peux contrôler la rigueur, tu peux contrôler l'effort, tu peux contrôler ton honnêteté, tu peux contrôler la manière dont tu traites les autres. Mais tu ne contrôles jamais entièrement la réception, le moment, les circonstances ou la décision finale. Cette différence ne doit pas devenir une excuse pour travailler médiocrement. Au contraire, elle t'invite à donner le meilleur de toi-même sans mettre toute ton identité dans la récompense. Imagine un archer. Il choisit son arc, il vérifie la corde, il ajuste sa posture, il vise avec attention. Il libère la flèche, mais une fois la flèche partie, le vent peut se lever, la cible peut bouger, un élément extérieur peut modifier la trajectoire. L'archer responsable analyse son geste, il corrige sa technique, il s'entraîne encore, mais il ne conclut pas que son existence entière est sans valeur parce qu'une flèche a manqué sa cible. Toi aussi, tu dois apprendre à évaluer tes journées selon la qualité de ton engagement, pas uniquement selon le résultat visible. Demande-toi, ai-je agi avec sérieux ? Ai-je donné ce que je pouvais raisonnablement donner? Ai-je appris quelque chose? Ai-je respecté mes principes? Ai-je corrigé une erreur au lieu de la cacher? Ai-je avancé, même légèrement? Si la réponse est oui, ta journée contient déjà une victoire intérieure, même si le monde ne l'a pas encore récompensée.
Le danger des résultats est qu'ils peuvent aussi te tromper lorsqu'ils sont positifs. Tu peux obtenir une victoire grâce à la chance et croire que tu maîtrises tout. Tu peux recevoir des compliments pour un travail médiocre et cesser de progresser. Tu peux devenir populaire sans être réellement utile. Tu peux gagner de l'argent sans construire une vie digne. Tu peux conserver une relation sans qu'elle soit saine. Le succès visible n'est donc pas toujours une preuve de sagesse. De la même manière, un mauvais résultat n'est pas toujours une preuve d'incapacité. C'est pourquoi tu dois construire une mesure intérieure. Une mesure que tu peux consulter lorsque le monde applaudit comme lorsqu'il se tait. Cette mesure repose sur ton caractère. As-tu été patient lorsque tu aurais pu être injuste? As-tu gardé ta parole lorsque personne ne pouvait vérifier? As-tu continué ton travail lorsque les résultats tardaient? As-tu reconnu une erreur au lieu de protéger ton orgueil? As-tu refusé un raccourci qui aurait trahi tes valeurs? Voilà des réussites que les statistiques ne montrent pas. Pourtant, ce sont elles qui construisent une personne solide. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils demandent aux résultats immédiats de confirmer leurs valeurs. Ils publient une fois, ils essaient une semaine, ils commencent une activité, ils font quelques efforts, puis ils regardent autour d'eux. Personne n'applaudit, le résultat est faible. Alors ils concluent, ce n'est pas pour moi. Mais peut-être que le problème n'est pas leur potentiel. Peut-être qu'ils ont simplement exigé d'une graine qu'elle devienne un arbre en quelques jours. Ton devoir est de cultiver. Le temps décide parfois du moment de la récolte. Tu dois apprendre à traverser les périodes où ton effort est réel, mais encore invisible. C'est là que beaucoup de personnes quittent le chemin. Elles ne supportent pas de travailler sans reconnaissance. Elles ne supportent pas d'apprendre lentement. Elles ne supportent pas d'être débutantes. Elles préfèrent abandonner plutôt que de traverser la période durant laquelle leur identité ancienne disparaît alors que la nouvelle n'est pas encore pleinement construite. Mais l'homme discipliné continue. Non, aveuglément. Il observe, il ajuste, il apprend, mais il ne remet pas toute sa valeur entre les mains d'un résultat temporaire. Lorsque tu réussis, reste humble. Lorsque tu échoues, reste stable. Dans les deux cas, retourne au travail. La réussite ne fait pas de toi un dieu. L'échec ne fait pas de toi un déchet. Ce sont des informations, des moments, des étapes. Ta valeur profonde repose dans ta capacité à choisir la droiture, à apprendre et à recommencer. Le jour où tu comprendras cela, tu travailleras avec davantage de liberté. Tu ne créeras plus uniquement pour obtenir des applaudissements. Tu ne parleras plus uniquement pour recevoir une validation. Tu ne tenteras plus uniquement ce que tu es certain de réussir. Tu pourras prendre des risques raisonnables, apprendre publiquement et traverser les périodes de silence sans croire que ton existence est inutile. Tu ne seras plus dépendant de chaque chiffre. Tu deviendras fidèle à ton processus. Voilà une forme rare de puissance. 10e leçon. Choisis tes batailles avant qu'elles ne consument ta vie. Tu n'es pas obligé de corriger chaque personne. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque accusation. Tu n'es pas obligé d'assister à chaque dispute. Tu n'es pas obligé de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas écouter. Tu n'es pas obligé de défendre ton honneur devant un public qui cherche seulement un spectacle. Pourtant, combien de fois as-tu gaspillé une journée entière dans une bataille qui n'avait aucune importance? Une discussion en ligne, une remarque mal formulée, une personne qui voulait absolument avoir le dernier mot, une provocation dans laquelle tu es entré par orgueil, une explication répétée devant quelqu'un qui déformait chacune de tes phrases. Tu as peut-être gagné l'argument, mais qu'as-tu perdu? Ton temps, ton calme, ta concentration, ta dignité, parfois même une relation qui aurait pu être sauvée par une réponse plus mesurée. Toutes les batailles ne méritent pas ta présence. Certaines doivent être affrontées lorsqu'une injustice sérieuse menace une personne vulnérable, lorsque tes droits sont attaqués, lorsque ton silence permettrait à un abus de continuer, lorsque ta responsabilité exige que tu interviennes. Dans ces moments, le courage demande d'agir. Mais d'autres conflits ne sont que des pièges pour ton ego. Tu ne défends pas la vérité, tu défends ton besoin d'avoir raison. Tu ne protèges pas une valeur, tu protèges l'image que tu veux donner. Tu ne cherches pas une solution, tu cherches une victoire visible. Le problème est que l'ego ne connaît jamais la satiété. Même lorsque tu as répondu, il veut ajouter une dernière phrase. Même lorsque la personne s'est tue, tu continues la dispute dans ta tête. Même lorsque le conflit est terminé, tu imagines comment tu aurais pu mieux l'humilier. Tu n'as donc pas réellement gagné. La bataille a continué à vivre en toi.
Avant d'entrer dans un conflit, pose-toi plusieurs questions. Quel est l'enjeu réel? Cette discussion peut-elle produire une solution? Cette personne est-elle capable d'écouter? Suis-je en train de défendre un principe ou seulement mon orgueil? Cette bataille comptera-t-elle encore dans un mois? Que vais-je perdre en y participant? Ces questions peuvent éviter des années de fatigue. Imagine un général qui envoie ses soldats combattre sur chaque terrain simplement parce qu'un ennemi l'a provoqué. Il disperserait ses forces, il épuiserait ses ressources, il deviendrait vulnérable là où la véritable bataille doit avoir lieu. Ton énergie fonctionne de la même manière. Si tu réagis à tout, tu n'auras plus de force pour ce qui compte réellement. Tu dois savoir économiser ton attention, ta parole et ton courage. Le stoïcisme ne valorise pas la passivité. Il valorise l'action juste, une action proportionnée, réfléchie, guidée par la raison plutôt que par l'impulsion. Parfois, l'action juste consiste à parler clairement. Parfois, elle consiste à poser une limite. Parfois, elle consiste à quitter la pièce. Parfois, elle consiste à documenter les faits et à utiliser les voies appropriées. Parfois, elle consiste à ne pas répondre. Le silence n'est pas toujours une fuite. Il peut être le refus conscient de descendre dans un espace où rien de digne ne peut être construit. Mais attention, ne transforme pas cette leçon en excuse pour éviter toutes les conversations difficiles. Une personne peut dire « je protège ma paix » alors qu'elle fuit simplement sa responsabilité. Elle refuse de reconnaître ses erreurs. Elle disparaît au lieu de communiquer. Elle abandonne les problèmes aux autres. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est de l'évitement. Choisir ses batailles ne signifie pas choisir uniquement les conversations agréables. Cela signifie distinguer les conflits nécessaires des conflits inutiles. Une conversation nécessaire peut être inconfortable, mais elle vise la clarté, la réparation ou la protection. Un conflit inutile tourne en cercle, nourrit l'ego et ne produit aucune solution. Apprends à reconnaître leurs différences. Dans une conversation nécessaire, chacun peut parfois écouter. Les faits ont une place, une limite ou une décision peut être formulée. Même si l'accord n'est pas possible, une conclusion peut être atteinte. Dans un conflit inutile, les paroles sont déformées. Les accusations se multiplient. L'objectif change sans cesse. La personne ne veut pas comprendre. Elle veut te fatiguer, te provoquer ou t'obliger à réagir. Lorsque tu reconnais cette dynamique, arrête de fournir davantage de matière. Tu peux dire « Nous ne progressons plus dans cette conversation. Je ne continuerai pas sur ce ton. J'ai expliqué ma position. Nous pourrons en reparler lorsque le respect sera possible. Puis, retire-toi. Tu n'as pas échoué parce que tu n'as pas obtenu le dernier mot. Tu as réussi si tu as conservé ta maîtrise. Il y aura toujours quelqu'un pour te provoquer. Quelqu'un qui interprète ton calme comme une faiblesse. Quelqu'un qui pense avoir gagné parce que tu es parti. Laisse-le penser ce qu'il veut. Ton objectif n'est pas d'obtenir son certificat de puissance. Ton objectif est de ne pas sacrifier ta vie à une scène sans importance. Les personnes vraiment fortes n'utilisent pas toute leur énergie pour prouver qu'elles sont fortes. Elles choisissent avec soin le moment de parler, le moment d'agir et le moment de se retirer. Elles comprennent que chaque non donné à une bataille inutile devient un oui donné à quelque chose de plus important. Oui à leur travail, oui à leur famille, oui à leur santé, oui à leur avenir, oui à leur tranquillité. Oui à une cause qui mérite réellement leur courage. À partir d'aujourd'hui, ne demande plus seulement « puis-je gagner cette dispute ?» Demande « cette dispute mérite-t-elle une partie de ma vie ?» Car même une bataille gagnée peut être une défaite lorsqu'elle t'a fait perdre ce que tu ne pouvais pas récupérer. Ton calme, ton temps, ta concentration et le respect que tu avais pour toi-même. 11e leçon. Ne laisse plus le passé occuper ton présent. Il existe des prisons sans murs. Tu peux marcher librement, travailler, parler avec les autres, sourire devant tout le monde, et pourtant, rester enfermé dans une scène ancienne, une phrase prononcée il y a plusieurs années, une humiliation que tu n'as jamais oubliée, une occasion que tu as laissée passer, une erreur que tu te reproches encore, une personne qui t'a abandonné, un choix que tu aurais aimé modifier. Le moment est terminé depuis longtemps, mais ton esprit continue de le rejouer. Tu imagines une autre réponse. Tu reconstruis la conversation. Tu te demandes ce qui se serait passé si tu avais été plus courageux, plus lucide ou plus rapide. Tu crées des versions différentes d'un événement qui ne peut plus être changé.
Et chaque fois que tu retournes dans cette scène, ton corps réagit comme si elle se produisait encore. Ta respiration change, la colère revient, la honte revient, la tristesse revient. Le passé n'est plus devant toi, mais il continue de vivre en toi. Voilà pourquoi certaines blessures semblent ne jamais guérir. Ce n'est pas seulement parce qu'elles étaient profondes, c'est aussi parce que tu continues parfois à les ouvrir pour vérifier si elles font toujours mal. Tu relis les anciens messages, tu regardes les anciennes photos, tu surveilles la vie de ceux qui sont partis, tu demandes des nouvelles indirectement, tu retournes mentalement dans les mêmes lieux, tu nourris un souvenir, puis tu t'étonnes qu'il reste puissant. La sagesse stoïcienne ne t'ordonne pas d'effacer ton histoire. Elle t'apprend à remettre chaque événement à sa véritable place. Le passé peut être un professeur. Il ne doit pas devenir ton maître. Tu dois pouvoir regarder ton histoire et dire « Cela m'est arrivé, mais cela ne se produit plus maintenant ». Cette phrase paraît évidente. Pourtant, ton esprit agit souvent comme si l'ancienne menace était encore présente. Quelqu'un t'a trahi une fois, alors tu soupçonnes chaque nouvelle personne. Tu as échoué dans un projet, alors tu interprètes chaque difficulté comme l'annonce d'un nouvel échec. Tu as été humilié devant un groupe, alors tu redoutes toutes les situations où l'on pourrait te regarder. Tu as perdu quelqu'un, alors tu refuses de t'attacher de nouveau. Le passé ne se contente plus d'être un souvenir, il devient un modèle que tu imposes à ton avenir. Mais le fait qu'une chose soit arrivée ne signifie pas qu'elle arrivera toujours. Une personne t'a trahi. Toutes les personnes ne te trahiront pas. Tu as pris une mauvaise décision. Toutes tes décisions futures ne seront pas mauvaises. Tu as été faible à un moment. Tu n'es pas condamné à rester cette version de toi-même. Tu dois apprendre à distinguer la mémoire de la prophétie. La mémoire dit « Cela s'est produit ». La peur ajoute « Cela se produira encore ». La mémoire peut te rendre plus prudent. La peur peut te rendre incapable de vivre. Le but n'est pas d'oublier les leçons. Le but est de ne plus appliquer la même condamnation à chaque nouvelle situation. Lorsque ton passé revient, pose-toi 3 questions. Premièrement, que puis-je encore changer aujourd'hui? Si une réparation est possible, accomplis-la. Présente des excuses si tu as blessé quelqu'un. Corrige une erreur si ses conséquences peuvent encore être réduites. Prends une responsabilité que tu as longtemps évitée. Mais si rien ne peut plus être modifié, reconnais-le. Tu ne peux pas retourner dans une ancienne journée avec la sagesse que tu possèdes aujourd'hui. Tu as pris cette décision avec la conscience, les blessures, les informations et la maturité que tu avais à ce moment-là. Tu peux regretter, tu peux apprendre, mais te condamner éternellement ne réparera rien. Deuxièmement, quelle leçon dois-je conserver? Une erreur utile est une erreur qui change ta manière d'agir. Si tu as fait confiance trop vite, apprends à observer les actes. Si tu as parlé sous la colère, apprends à créer une pause. Si tu as abandonné par peur, apprends à agir malgré l'inconfort. Si tu as toléré l'irrespect, apprends à poser des limites. Mais ne transforme pas la leçon en identité. Tu as commis une erreur. Tu n'es pas l'erreur. Tu as échoué. Tu n'es pas l'échec. Tu as été naïf. Tu peux devenir plus lucide. Tu as perdu du temps. Tu peux mieux protéger celui qui reste. Troisièmement, quelle action présente mérite maintenant mon attention? Car le passé devient particulièrement puissant lorsque ton présent manque de direction. Lorsque tu ne construis rien aujourd'hui, ton esprit retourne plus facilement vers hier. Il cherche une scène à analyser, un responsable à accuser, une occasion à regretter. Mais lorsque tu recommences à agir, le présent reprend sa place. Tu lis, tu apprends, tu travailles, tu prends soin de ton corps. Tu développes une compétence, tu répares une relation saine, tu avances sur un projet, tu crées de nouveaux souvenirs qui cessent de laisser toute la place aux anciens. Tu ne guéris pas seulement en pensant différemment, tu guéris également en construisant quelque chose de nouveau. Il existe aussi une autre forme de prison, la nostalgie. Tu ne souffres pas toujours parce que le passé était douloureux, tu souffres parfois parce qu'il était beau. Tu compares tout ce que tu vis aujourd'hui à une époque ancienne, une ancienne relation, une ancienne maison, une ancienne version de ton corps, une période où tu avais moins de responsabilités. Tu idéalises ce qui est terminé. Tu oublies les difficultés de cette époque et tu ne conserves que ses meilleurs moments. Puis, tu regardes ton présent avec injustice. Tu compares la totalité de ta vie actuelle aux quelques souvenirs lumineux d'une période passée.
Aucun présent ne peut gagner une comparaison aussi déséquilibrée. Apprécie ce qui fut, mais ne demande pas à aujourd'hui de ressembler exactement à hier. La vie ne recule pas, elle change de forme. Certaines joies ne reviendront pas de la même manière, mais d'autres peuvent naître si tu cesses de leur fermer la porte. L'homme attaché au passé dit « Ma meilleure époque est terminée ». L'homme lucide dit « Une époque est terminée. Je ne connais pas encore tout ce que la suivante peut m'apporter ». Cette différence peut sauver une vie entière. Tu n'as pas besoin de renier ton histoire. Tu dois simplement arrêter de lui donner le droit de voter dans chacune de tes décisions présentes. Tu peux honorer ceux que tu as perdus en vivant pleinement. Tu peux respecter ton ancienne souffrance en utilisant ce qu'elle t'a appris. Tu peux regarder ton ancienne version avec compassion plutôt qu'avec mépris. Elle ne savait pas tout ce que tu sais aujourd'hui. Elle a parfois mal choisi, elle a parfois eu peur. Elle a parfois accepté l'inacceptable. Mais elle a aussi continué assez longtemps pour te conduire jusqu'ici. Ne la déteste pas, dépasse-la. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton esprit retourne dans une scène terminée, dis-toi « J'ai déjà payé le prix de cette leçon, je ne vais pas continuer à payer avec mon présent. » Puis, reviens vers l'action qui se trouve devant toi. Ton passé mérite une place dans ton histoire. Il ne mérite pas le trône de ton esprit. 12e leçon. Pose des limites sans te sentir coupable. Tu as peut-être appris très tôt que pour être une bonne personne, tu devais toujours être disponible, toujours comprendre, toujours pardonner, toujours accepter, toujours faire un effort supplémentaire, toujours dire « oui ». Alors tu as commencé à confondre la bonté avec l'effacement. Tu donnes ton temps lorsque tu es épuisé, tu prêtes de l'argent que tu ne peux pas perdre. Tu écoutes pendant des heures des personnes qui ne te demandent jamais comment tu vas. Tu acceptes des paroles irrespectueuses pour éviter une dispute. Tu portes des responsabilités qui appartiennent aux autres. Puis, lorsque tu n'en peux plus, tu te sens coupable de vouloir respirer. Tu as peur de décevoir. Tu as peur d'être considéré comme égoïste. Tu as peur que les autres s'éloignent lorsque tu commenceras à dire non. Cette peur révèle parfois une vérité difficile. Certaines relations ne reposaient pas sur l'amour que l'on te portait, mais sur l'accès que l'on avait à ton énergie. Tant que tu disais oui, tout allait bien. Tant que tu étais disponible, on te trouvait généreux. Tant que tu acceptais les retards, les demandes et les humiliations, on te décrivait comme compréhensif. Mais le jour où tu poses une limite, les accusations commencent. Tu as changé. Tu es devenu froid. Tu ne penses plus qu'à toi. Avant, tu étais différent. Oui, tu étais différent. Tu ne savais pas encore que ta bonté avait besoin d'une porte. Une maison sans porte n'est pas plus accueillante. Elle est simplement vulnérable. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut prendre. Tout le monde peut laisser son désordre. Une limite ne signifie pas que tu cesses d'aimer. Elle signifie que tu précises la manière dont tu acceptes d'être traité. Tu peux dire « Je veux t'aider, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je comprends ta colère, mais je n'accepte pas que tu me parles ainsi. Je respecte ta décision, mais je ne participerai pas à cela. Je ne peux plus continuer cette relation de cette manière. Ce sujet est terminé pour moi. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'humilier, tu n'as pas besoin de devenir cruel. Une limite ferme peut être prononcée avec calme. D'ailleurs, plus elle est claire, moins elle a besoin d'être violente. Beaucoup de personnes ne posent pas leurs limites au moment où elles sont encore calmes. Elles accumulent, elles tolèrent, elles sourient, elles disent que tout va bien. Puis un jour, une petite demande provoque une explosion disproportionnée. L'autre ne comprend pas. Il croit que tu réagis seulement à ce dernier événement. Mais en réalité, tu réagis à des mois ou à des années de frustration silencieuse. Voilà pourquoi les limites doivent être exprimées avant que le ressentiment ne transforme ta bonté en colère. Parle lorsque ta voix peut encore être respectueuse. Ne laisse pas chaque désaccord devenir une accumulation secrète. La philosophie stoïcienne insiste sur la justice. Mais la justice ne concerne pas uniquement la manière dont tu traites les autres. Elle concerne également la manière dont tu te traites toi-même. Il n'est pas juste d'exiger constamment de toi ce que tu ne demanderais jamais à quelqu'un que tu aimes. Il n'est pas juste de sacrifier ta santé pour maintenir l'image d'une personne toujours disponible. Il n'est pas juste de permettre à quelqu'un de t'humilier au nom d'une paix qui n'existe que parce que tu te tais. La paix obtenue par ton effacement n'est pas une paix, c'est une soumission silencieuse. Pour poser une limite saine, commence par identifier précisément ce que tu refuses.
Ne dis pas seulement « je n'en peux plus ». Demande-toi « quel comportement me blesse ? Quelle demande dépasse mes capacités ? Quelle habitude est devenue destructrice ? Qu'est-ce que j'accepte uniquement par peur de perdre cette personne ?» Ensuite, exprime la limite de manière simple. Évite les explications interminables. Plus tu te justifies, plus certaines personnes voient une possibilité de négocier ton refus. Tu dis « je ne peux pas venir aujourd'hui ». Elles demandent « pourquoi ?» Tu expliques. Elles proposent une solution à ton explication. Tu ajoutes une deuxième raison. Elles la contestent également. Finalement, tu te retrouves à défendre ton droit de ne pas être disponible. Un refus n'a pas toujours besoin d'un procès. Je ne peux pas peut être une phrase complète. Je ne souhaite pas participer peut être une décision légitime. Cette manière de me parler n'est pas acceptable, n'a pas besoin d'être accompagnée de 10 excuses. Mais rappelle-toi qu'une limite sans conséquence n'est qu'une demande. Si tu dis « je quitterai la conversation si tu continues à m'insulter », puis que tu restes pendant 1 heure d'insultes, tu enseignes à l'autre que tes limites ne sont pas réelles. Si tu dis « je ne prêterai plus d'argent », puis que tu cèdes sous la culpabilité, ta parole perd sa force. Une limite exige de la cohérence, non pour punir l'autre, mais pour protéger la vérité de ce que tu as annoncé. Certaines personnes respecteront immédiatement ton changement. D'autres testeront ta détermination. Elles insisteront, elles se mettront en colère, elles utiliseront ta culpabilité, elles rappelleront tout ce qu'elles ont fait pour toi. Observe leurs réactions. Une personne saine peut être déçue par ta limite, mais elle peut apprendre à la respecter. Une personne manipulatrice considère ta limite comme une attaque parce qu'elle perd un avantage. Tu découvriras parfois que dire non révèle davantage la nature d'une relation que plusieurs années de conversation. Ne te sens pas coupable d'avoir besoin de repos. Ne te sens pas coupable de protéger ton travail. Ne te sens pas coupable de ne pas répondre immédiatement. Ne te sens pas coupable de quitter une conversation irrespectueuse. Ne te sens pas coupable de demander de la réciprocité. La culpabilité est utile lorsque tu as trahi une valeur. Elle devient toxique lorsque tu la ressens simplement parce que tu as cessé de te sacrifier. Tu peux être généreux sans être accessible à tout moment. Tu peux être aimant sans accepter l'humiliation. Tu peux pardonner sans rétablir la même proximité. Tu peux comprendre la souffrance de quelqu'un sans devenir la victime de ses comportements. Tu peux aider sans te détruire. Voilà l'équilibre. Si cette leçon touche une situation que tu vis actuellement, ne reste pas seulement dans l'émotion. Choisis une limite concrète à poser cette semaine. Une seule, claire, calme, applicable. Et si ces enseignements t'aident à retrouver ta dignité, laisse maintenant un « j'aime » à cette vidéo. Ce geste permet à ce message d'atteindre une autre personne qui croit encore qu'elle doit tout accepter pour être aimée. Abonne-toi également à la chaîne si tu veux continuer à construire une force intérieure fondée sur la maîtrise, la lucidité et le respect de soi. Mais surtout, applique. Une leçon non appliquée reste une belle phrase. Une limite réellement posée peut changer toute une vie. 13e leçon. Entraîne ton esprit avant que la tempête n'arrive. La plupart des hommes veulent apprendre à nager lorsqu'ils sont déjà en train de se noyer. Ils attendent la crise pour chercher la sagesse. Ils attendent la perte pour réfléchir au détachement. Ils attendent l'insulte pour essayer de contrôler leur colère. Ils attendent l'échec pour apprendre la persévérance. Ils attendent la solitude pour découvrir qu'ils ne savent pas rester avec eux-mêmes. Mais lorsque la tempête est déjà là, il est beaucoup plus difficile d'apprendre. La peur est forte, le corps est tendu, les émotions crient. Les anciennes habitudes reprennent le contrôle. Voilà pourquoi la préparation stoïcienne commence avant l'épreuve. Tu dois entraîner ton esprit pendant les jours calmes. Un soldat ne découvre pas son arme au milieu de la bataille. Un athlète ne commence pas son entraînement le jour de la compétition. Un marin ne répare pas son bateau lorsque la mer l'a déjà brisé. Et toi, tu ne dois pas attendre que ta vie s'effondre pour construire ton centre intérieur. Chaque matin, rappelle-toi que tu rencontreras peut-être des personnes impatientes, injuste, arrogante ou ingrate. Non pour commencer la journée dans la méfiance, mais pour éviter d'être surpris lorsque les êtres humains se comportent comme des êtres humains. Tu vas rencontrer des retards, des incompréhensions, des changements, des refus, des erreurs, des paroles maladroites. Si tu exiges une journée parfaite, le moindre obstacle devient une attaque. Mais si tu as déjà accepté que la journée contiendra probablement une difficulté, tu peux la recevoir avec davantage de stabilité. Tu te dis,
Je savais que quelque chose pourrait résister à ma volonté. Voici l'occasion de pratiquer. Cette préparation ne rend pas pessimiste, elle rend disponible. Le pessimiste imagine le pire pour souffrir à l'avance. Le stoïcien envisage les difficultés possibles pour préparer une réponse digne. La différence réside dans l'objectif. L'un nourrit la peur, l'autre développe la préparation. Imagine que tu dois participer à une conversation difficile. Tu sais que la personne pourrait élever la voix. Avant la rencontre, décide. Si elle crie, je ralentirai ma respiration. Je ne crierai pas davantage. Je demanderai que la conversation reste respectueuse. Si ce n'est pas possible, je partirai. Tu as préparé ta réponse avant que l'émotion ne monte. Imagine que tu présentes un projet important. Au lieu de te répéter uniquement « tout va parfaitement fonctionner », demande-toi également « si l'on refuse mon idée, comment vais-je réagir ? Que pourrais-je apprendre ? Quelle sera ma prochaine action ?» Tu ne souhaites pas l'échec, tu refuses seulement d'en faire une catastrophe imprévisible. Imagine que tu dépends financièrement d'une seule source de revenus. Plutôt que de te rassurer aveuglément, demande-toi « quelles compétences supplémentaires puis-je développer ? Quelles réserves puis-je construire ? Quel plan puis-je préparer ?» La préparation réduit la panique. Tu peux utiliser cette méthode dans tous les domaines. Avant un voyage, prépare une solution en cas de retard. Avant une décision, examine les risques raisonnables. Avant une conversation, précise tes valeurs et tes limites. Avant une période difficile, rappelle-toi les ressources que tu possèdes. Avant de perdre ton calme, mémorise une phrase qui te ramènera à toi-même. Par exemple, « Je ne contrôle pas cette personne, mais je contrôle ma réponse. Cette émotion passera. Je n'ai pas besoin de décider maintenant. Je vais revenir aux faits. Mon calme vaut plus que cette provocation. » Ces phrases ne sont pas magiques, elles sont des repères. Lorsque la tempête arrive, tu ne cherches pas ton chemin dans l'obscurité. Tu retrouves une direction déjà préparée. Les stoïciens pratiquaient également une forme de réflexion sur la perte possible. Ils se rappelaient que les biens, les positions et les relations étaient fragiles. Le but n'était pas de vivre dans la tristesse, le but était d'aimer avec gratitude plutôt qu'avec inconscience. Lorsque tu réalises que quelque chose peut disparaître, tu peux mieux l'apprécier maintenant. Tu remercies une personne pendant qu'elle est présente. Tu prends soin de ton corps pendant qu'il te sert. Tu utilises ton temps pendant qu'il est disponible. Tu ne remets pas tous les gestes importants à un lendemain incertain. Cette conscience doit cependant être équilibrée. Tu n'as pas besoin d'imaginer chaque jour la mort de ceux que tu aimes jusqu'à devenir anxieux. Tu n'as pas besoin de vérifier sans cesse toutes les catastrophes possibles. La préparation stoïcienne n'est pas une obsession. Elle consiste à regarder avec calme une possibilité, à déterminer ce qui dépend de toi, puis à revenir au présent. Tu envisages, tu prépares, puis tu vis. L'homme anxieux envisage et recommence sans fin. Il ne prépare aucune action. Il nourrit seulement davantage de scénarios. L'homme sage se demande « quelle mesure raisonnable puis-je prendre ?» Après l'avoir prise, il accepte que le reste ne lui appartienne pas. Entraîne-toi également à supporter de petites contrariétés volontaires, non pour te faire souffrir, mais pour rappeler à ton esprit qu'il peut continuer lorsque tout n'est pas confortable. Fais parfois une tâche sans attendre la motivation. Passe un moment sans ton téléphone. Accepte une attente sans te plaindre. Termine ce que tu as commencé malgré l'ennui. Supporte une petite critique sans te justifier immédiatement. Lorsque tu pratiques sur de petites résistances, tu construis une capacité pour les grandes. Chaque jour calme est un lieu d'entraînement. Chaque irritation mineure peut devenir un exercice. Chaque retard peut entraîner ta patience. Chaque désaccord peut entraîner ton écoute. Chaque envie impulsive peut entraîner ta discipline. Chaque solitude courte peut entraîner ton autonomie. Tu n'as pas besoin d'attendre une tragédie pour pratiquer la philosophie. Elle doit entrer dans ta manière de marcher, de parler, de travailler et de répondre. Puis, lorsque l'épreuve réelle arrivera, tu ne seras pas invincible. Tu ressentiras peut-être la peur. Tu souffriras peut-être. Tu auras peut-être besoin de temps et d'aide. Mais tu ne seras pas totalement désarmé. Tu reconnaîtras des mouvements que tu as déjà entraînés. Revenir aux faits, ralentir ta réaction, distinguer ce qui dépend de toi, accepter ce qui ne peut être changé, choisir une action digne, c'est ainsi qu'on devient stable, non par hasard, non grâce à une phrase entendue une seule fois.
mais par une préparation répétée dans les moments où personne ne regarde. La tempête révèle souvent l'entraînement que tu as négligé ou cultivé pendant le calme. Prépare donc ton esprit aujourd'hui, pas pour vivre dans la peur de demain, mais pour ne pas abandonner ta dignité lorsque demain résistera à tes plans. 14e leçon, deviens le refuge que tu cherches chez les autres. Tu cherches souvent une personne capable de te rassurer, quelqu'un qui comprendra toutes tes blessures, quelqu'un qui ne partira jamais, quelqu'un qui saura toujours quoi dire, quelqu'un qui remplira tes silences, quelqu'un qui réparera ton manque de confiance, quelqu'un qui te rappellera ta valeur chaque fois que tu l'oublieras. Ce désir est humain. Nous avons besoin de liens. Nous avons besoin d'affection. Nous avons besoin de soutien. Le stoïcisme ne te demande pas de vivre comme si personne ne comptait. Mais il te prévient contre une dépendance dangereuse. Attendre d'une autre personne qu'elle fasse constamment à ta place le travail intérieur que tu refuses d'accomplir. Tu veux qu'on te rassure, mais tu entretiens chaque jour des pensées qui t'effraient. Tu veux qu'on te respecte, mais tu trahis régulièrement tes propres limites. Tu veux qu'on croie en toi, mais tu abandonnes toutes les promesses que tu te fais. Tu veux qu'on te donne de la stabilité, mais tu construis ton humeur sur des choses que tu ne contrôles pas. Puis, lorsqu'une personne ne parvient plus à porter tout ce poids, tu te sens abandonné. Mais aucune relation ne peut durablement remplacer une fondation intérieure inexistante. Même la personne la plus aimante ne peut pas te convaincre éternellement de ta valeur si tu passes chaque journée à te mépriser. Même le partenaire le plus fidèle ne peut pas supprimer toutes tes peurs si tu refuses de les regarder. Même le meilleur ami ne peut pas vivre tes décisions à ta place. Même un guide ne peut pas marcher pour toi. Devenir ton propre refuge signifie apprendre à te traiter comme une personne dont tu es responsable. Lorsque tu souffres, tu ne t'insultes pas davantage. Tu t'écoutes. Lorsque tu échoues, tu ne te condamnes pas entièrement. Tu examines. Lorsque tu as peur, tu ne prétends pas que la peur n'existe pas. Tu lui réponds avec raison. Lorsque tu dois poser une limite, tu ne t'abandonnes pas pour conserver une présence. Tu te protèges. Lorsque tu te fais une promesse, tu la prends au sérieux. Tu n'as peut-être jamais remarqué combien la confiance en soi dépend de la relation que tu entretiens avec ta propre parole. Tu dis « Demain, je commence ». Puis, tu ne commences pas. Tu dis « Je ne permettrai plus cela ». Puis tu l'acceptes encore. Tu dis « Je vais terminer cette tâche ». Puis tu abandonnes dès que l'inconfort arrive. Chaque promesse non tenue enseigne silencieusement à ton esprit « Ma parole n'a pas de valeur ». Puis, tu t'étonnes de ne pas avoir confiance en toi. La confiance en soi n'est pas seulement une émotion, elle est une réputation que tu construis auprès de toi-même. Chaque engagement respecté l'améliore, chaque fuite répétée l'affaiblit. Pour devenir ton propre refuge, commence par de petites promesses, des promesses tellement simples que tu peux réellement les tenir. 10 minutes de travail concentré, une marche courte, une conversation nécessaire, 1 heure sans distraction, une limite exprimée calmement, une tâche terminée avant de chercher un divertissement. Puis respecte-les. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu dois simplement commencer à prouver à ton esprit que tu ne l'abandonneras plus dès que la difficulté apparaît. Devenir ton refuge signifie également apprendre à rester seul sans interpréter chaque silence comme un rejet. La solitude peut révéler ce que le bruit cachait. Lorsque tu retires les écrans, les conversations et les distractions, tu rencontres tes pensées. Certaines sont inconfortables. Tu découvres peut-être une colère ancienne, une peur, un vide, un rêve abandonné, une vérité que tu évitais. Beaucoup retournent immédiatement vers le bruit. Ils préfèrent être entourés de présences superficielles plutôt que de rester quelques instants avec eux-mêmes. Mais celui qui fuit constamment sa propre compagnie devient dépendant de n'importe quelle compagnie. Il tolère des relations médiocres. Il accepte l'irrespect. Il s'accroche à ceux qui lui donnent quelques instants d'attention, non parce que ces personnes sont bonnes pour lui, mais parce qu'il redoute le vide qu'elles laisseraient. Apprends à ne plus avoir peur de cet espace. Assieds-toi parfois sans distraction. Écris ce que tu ressens. Observe tes pensées sans leur obéir immédiatement. Demande-toi, de quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce que j'essaie d'obtenir des autres que je dois commencer à construire en moi? Peut-être cherches-tu chez eux une validation. Commence à agir selon des principes que tu respectes. Peut-être cherches-tu une direction. Clarifie tes valeurs. Peut-être cherches-tu une protection. Apprends à poser des limites. Peut-être cherches-tu une présence constante. Deviens plus attentif à ta propre vie. Tu ne remplaceras jamais totalement les autres. Ce n'est pas le but. Le but est de ne plus leur demander de te sauver continuellement de toi-même.
Une relation saine unit deux personnes capables de se soutenir sans se posséder. Deux personnes qui peuvent s'aimer sans faire de l'autre l'unique raison de leur stabilité. Deux personnes qui peuvent partager leurs forces sans exiger que l'autre porte constamment leurs blessures. Lorsque tu deviens davantage ton propre refuge, ton amour change. Tu ne t'accroches plus par panique. Tu ne surveilles plus chaque silence. Tu ne confonds plus distance temporaire et abandon définitif. Tu peux donner sans mendier. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux rester sans te soumettre. Tu peux partir sans t'effondrer entièrement. Tu comprends que la présence de l'autre enrichit ta vie, mais qu'elle ne crée pas toute ton existence. Cette leçon est la 14e parce qu'elle réunit toutes les autres. Pour devenir ton refuge, tu dois distinguer les faits de tes interprétations, créer un espace avant de réagir, accepter d'être parfois mal compris, reconnaître que tout change, traverser l'inconfort, protéger ton attention, guérir sans attendre toutes les excuses, utiliser le rejet comme une direction, séparer ta valeur de tes résultats, choisir tes batailles, libérer ton présent du passé, poser des limites, préparer ton esprit avant les tempêtes. Toutes ces pratiques construisent une maison intérieure. Une maison dans laquelle les critiques peuvent entrer comme des sons, mais ne deviennent plus des lois. Une maison dans laquelle les pertes provoquent de la tristesse, mais ne détruisent pas toute ton identité. Une maison dans laquelle la solitude n'est plus un désert, mais un lieu de retour. Une maison dans laquelle tu peux dire « Je souffre, mais je ne m'abandonne pas. J'ai peur, mais je reste présent. J'ai échoué, mais je peux apprendre. On m'a rejeté, mais ma valeur ne disparaît pas. Une porte s'est fermée, mais ma vie ne s'arrête pas ici. Voilà ce que signifie devenir inébranlable. Ce n'est pas ne plus avoir besoin de personne, c'est ne plus t'abandonner toi-même pour retenir quelqu'un. Ce n'est pas ne plus ressentir, c'est rester à tes côtés lorsque l'émotion devient difficile. Ce n'est pas contrôler le monde, c'est apprendre à habiter ton propre esprit avec plus de sagesse. Lorsque tu deviendras ce refuge, les autres remarqueront une différence. Tu parleras moins pour te justifier. Tu ne poursuivras plus toutes les personnes qui s'éloignent. Tu ne chercheras plus constamment des preuves que tu as de la valeur. Tu seras plus calme, plus sélectif, plus présent. Non parce que ton cœur sera fermé, mais parce qu'il ne sera plus abandonné à chaque changement extérieur. Tu comprendras enfin que la plus grande sécurité n'est pas de trouver quelqu'un qui ne partira jamais, c'est de devenir quelqu'un qui ne se quittera plus lui-même. Le monde peut te toucher sans te posséder. Tu viens de traverser 14 leçons, mais elles ne serviront à rien si elles restent seulement dans ta mémoire pendant quelques heures. Le stoïcisme n'est pas une collection de belles phrases, c'est une manière de vivre lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est la décision de revenir aux faits lorsque ton imagination construit une catastrophe. C'est la pause que tu crées avant de répondre sous la colère. C'est la paix que tu conserves même lorsque quelqu'un refuse de te comprendre. C'est l'acceptation que tout ce que tu aimes est fragile et que cette fragilité doit te rendre plus reconnaissant, pas plus possessif. C'est l'inconfort que tu transformes en entraînement. C'est ton attention que tu retires aux choses qui ne méritent plus ta vie. C'est la guérison que tu commences sans attendre les excuses de celui qui t'a blessé. C'est le rejet que tu étudies sans le transformer en condamnation. C'est ta valeur que tu sépares de tes chiffres, de tes succès et de tes échecs. C'est la bataille inutile que tu refuses. C'est le passé que tu remets à sa place. C'est la limite que tu poses sans culpabilité. C'est ton esprit que tu prépares pendant les jours calmes. Et enfin, c'est le refuge que tu construis en toi pour ne plus dépendre entièrement des mouvements du monde. Après cette vidéo, les difficultés ne vont pas disparaître. Quelqu'un te critiquera encore, quelqu'un te décevra peut-être, un plan échouera, une porte se fermera, une émotion te surprendra. Tu connaîtras encore des journées où ta force te semblera lointaine. Mais lorsque cela arrivera, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être maître de toi. Tu as seulement besoin de revenir. Revenir aux faits, revenir à ta respiration, revenir à tes principes, revenir à ce qui dépend réellement de toi. Même si tu réagis mal aujourd'hui, tu peux apprendre demain. Même si tu retombes dans une ancienne habitude, tu peux recommencer. Même si une émotion t'emporte pendant quelques minutes, tu peux reprendre le gouvernail. La maîtrise de soi n'est pas une victoire obtenue une seule fois. C'est un choix répété, chaque jour, chaque conversation, chaque difficulté. Chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation inutile, tu progresses. Chaque fois que tu respectes une limite, tu progresses. Chaque fois que tu accomplis une tâche malgré l'inconfort, tu progresses.
Chaque fois que tu laisses le passé repartir sans le suivre, tu progresses. Chaque fois que tu cesses de demander au monde entier de confirmer ta valeur, tu progresses. Tu ne deviendras peut-être jamais complètement insensible, et c'est une bonne chose. Tu n'as pas besoin de devenir une pierre. Une pierre ne ressent rien, mais elle ne choisit rien non plus. Le véritable stoïcien ressent profondément. Il aime, il espère, il souffre parfois, mais il refuse que chaque émotion devienne un ordre. Il garde en lui un espace où la raison peut encore parler, un espace où la dignité peut encore choisir, un espace où personne ne possède le dernier mot. C'est cet espace que tu dois protéger. Alors, pour la 3e et dernière fois, écris en commentaire « Mon esprit m'appartient ». Cette fois, ne l'écris pas comme une simple phrase. Écris-la en pensant à la situation qui te trouble actuellement, à cette personne dont le comportement dirige encore ton humeur, à cette peur qui t'empêche d'agir, à ce souvenir qui revient chaque nuit, à cette opinion que tu essaies désespérément de changer, à cette porte fermée devant laquelle tu restes encore. Écris « Mon esprit m'appartient ». Cela ne signifie pas que tu contrôles tout ce que tu ressens. Cela signifie que tu refuses d'abandonner volontairement la direction de ta vie. Ensuite, ajoute dans ton commentaire le numéro de la leçon que tu dois appliquer en premier. Écris par exemple « Leçon 2, je vais arrêter de répondre sous la colère ». Leçon 7, je vais commencer à guérir sans attendre ses excuses. Leçon 10, je vais cesser de participer aux batailles inutiles. Leçon 12, je vais enfin poser une limite. Choisis-en une seule, puis commence aujourd'hui. Pas lorsque tu te sentiras parfaitement prêt, pas lorsque tout sera calme, pas lorsque les autres auront changé. Aujourd'hui, si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience, clique sur « J'aime ». Cela aide la plateforme à proposer ce message à des personnes qui traversent peut-être actuellement une période de rejet, de colère, de solitude ou de confusion. Partage également cette vidéo avec une personne qui donne trop de pouvoir aux paroles des autres, qui attend encore des excuses ou qui a besoin de retrouver sa stabilité intérieure. Parfois, envoyer une vidéo au bon moment peut devenir une main tendue sans avoir besoin de prononcer un long discours. Et si tu veux continuer ce travail sur toi-même, abonne-toi maintenant à la chaîne et active les notifications. Ici, nous ne cherchons pas à fuir la réalité. Nous apprenons à devenir plus solides pour la traverser. Nous ne cherchons pas une vie sans tempête. Nous construisons un esprit capable de ne pas perdre sa direction lorsque le vent se lève. Souviens-toi enfin de cette vérité. Tu ne peux pas empêcher le monde de frapper parfois à ta porte, mais tu peux décider de ce qui entre. Tu ne peux pas contrôler toutes les paroles prononcées contre toi, mais tu peux choisir celles auxquelles tu donneras foi. Tu ne peux pas obliger les autres à rester, à comprendre ou à s'excuser, mais tu peux refuser de partir toi-même de ta propre vie. Le jour où tu comprends cela, les événements continuent de te toucher, mais ils ne te possèdent plus. Les paroles peuvent t'atteindre, mais elles ne définissent plus ton identité. Les pertes peuvent te faire pleurer, mais elles ne détruisent plus ton avenir. Les échecs peuvent te ralentir, mais ils ne décident plus de ta valeur. Les personnes peuvent s'éloigner, mais elles ne partent plus avec tout ce que tu es. Voilà la véritable force. Non pas une vie dans laquelle rien ne t'affecte, mais une vie dans laquelle rien ne peut durablement t'arracher à toi-même. Avance maintenant, calmement, dignement, sans chercher à convaincre tout le monde, sans poursuivre ceux qui a choisi de partir, sans offrir ton énergie à chaque provocation. Le monde changera encore, mais toi, tu sauras revenir à ton centre. Et tant que tu peux revenir à ton centre, tu ne seras jamais complètement perdu.